Alors là, nous arrivons au niveau de l'ancien hospice. Alors c'est une maison qui date de 1559, elle était propriété du prince de Salm, et donc conformément au code de la chevalerie, où le seigneur avait l'obligation de prendre soin de ses serfs, la maison a été transformée en hospice. Alors elle a occupé aussi la fonction d'hôpital de 1759 à 1961. Et donc vous pouvez remarquer les différents oriels, donc celui-ci plus traditionnel et un autre un peu plus spécial de forme triangulaire. On s'en approchera tout à l'heure. Donc les oriels avaient plutôt une fonction militaire, puisqu'on pouvait apercevoir dans chaque rue, en cas d'attaque, pouvoir se préparer. Et puis dans le cas de l'hospice, c'était plutôt pour observer l'arrivée de malades, par exemple, ou de religieux. C'était aussi un gain d'espace intérieur. C'est le cas pour cet oriel-ci, mais pour l'oriel triangulaire, c'était juste une fonction décorative. On pouvait également afficher le statut social, puisque c'était très cher de faire construire ce type d'avancée vitrée. Donc là, sur le côté, vous pouvez apercevoir le cacheton, donc la signature du tailleur de pierre. Vous pouvez vous approcher pour observer. Juste ici. Donc derrière, juste là. Donc on dirait un peu un caractère asiatique, mais c'était bien la signature du tailleur de pierre. Alors ça lui servait pour être rémunéré à la fin de la journée. Chaque œuvre ayant ce symbole était de la fin de l'année. Également à signer son travail pour pouvoir avoir d'autres contrats par la suite. Taille des bâtiments, Alors, vous avez juste ici la maison de Limbourg, qui date du XVIe siècle. Alors, seul l'oriel est encore d'origine. J'y reviendrai un peu plus tard. En face de cette maison, vous aviez l'Altenbau. C'était un ancien château qui appartenait au comte de Salm, qui a été détruit pendant la guerre de 30 ans. Au niveau de l'oriel, vous pouvez apercevoir des visages sculptés. Alors, c'était les visages des propriétaires. Vous retrouvez au milieu l'emblème des bouchers, composé de la feuille des bouchers et de 2 crochets. Vous pouvez aussi apercevoir que certaines fenêtres de l'oriel ont été cachées. Alors, il y a 2 explications. Tout d'abord, pendant la Révolution française, une taxe sur les portes et fenêtres a été instaurée. Donc, plus vous aviez d'ouverture de portes de fenêtres, plus vous payez d'impôts. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle les fenêtres ont été cachées. Et en face, vous aviez donc, le petit séminaire, l'ancêtre du pensionnat. Et donc, c'est peut-être aussi pour cette raison qu'on a voulu cacher la vue dans les chambres des filles. Ouais. Bataille juste ici, avant d'être à Bataille. C'est le bâtiment là. Oui, la synagogue juste ici. Alors, d'après les historiens locaux, en bas, vous aviez une étable qui réchauffait la synagogue qui était à l'étage. Voilà, donc elle a été aménagée en 1778, désaffectée en 1979. Elle a été profanée pendant la Seconde Guerre mondiale par la jeunesse hitlérienne. Bonjour. C'est privé pour vous, des tournages, oui. Et c'est au-dessus d'un espace pour les vaches. Vous avez ici une ancienne laiterie. L'ancienne laiterie, on raconte qu'on produisait les meilleurs produits laitiers du coin, puisque la source qui coulait au sous-sol était à la température idéale pour la fabrication de produits laitiers. Donc aujourd'hui, c'est le restaurant des Remparts, c'est un kebab.
Là, vous avez l'accès à l'école des remparts, puisque dans le pensionnat, vous avez encore l'école des Provence. Si vous avez vos collègues, vous me sortez. Et là, je vais vous emmener voir l'ancien cimetière israélite. C'est un peu, enfin, c'est pas très loin, mais voilà. D'assaut, ça fait Oui, oui, une tombe d'assaut en sarcophage. Alors, nous voici au niveau de l'ancien cimetière israélite. Alors seule la partie droite a retrouvé une clôture puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, le cimetière a été profané. Ils ont construit ce chemin que vous voyez actuellement pour stocker du sable. Donc c'était la jeunesse hitlérienne qui a construit ce chemin au milieu du cimetière et a remblayé un peu de chaque côté. Vous verrez des tombes de chaque côté du chemin. En fait, ici c'est le départ d'une circulaire de randonnée. C'est le circuit du Gros Chêne. Et donc certaines personnes sont parfois étonnées de voir des tombes de chaque côté, ce qui est normal, mais c'est lié à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc là, seule la partie droite a retrouvé une clôture, comme je l'ai dit, et on retrouve les premières traces de ce cimetière en 1815 dans le cadastre ancien. Donc voilà un peu les traces du passage de la Seconde Guerre mondiale, les tombes qui ont été pillées et dégradées. Depuis cette époque-là, c'était comme ça avait été mis sur le côté. Alors peut-être que ça a été un peu remis un peu mieux qu'avant, mais ils n'ont pas trop voulu toucher pour quand même respecter les défunts. Attention, il y a une voiture. Juste derrière moi, vous retrouvez les anciennes écuries des Ringrave de Kirbourg, qui avaient d'ailleurs leur hôtel particulier juste en face, qui occupait les 2 tiers de la rue, qui a été malheureusement incendié. Et vous retrouviez leur emblème juste au-dessus de la porte ici. Juste à côté, on va pouvoir voir l'auberge au Mouton d'Or. Alors voici l'auberge du Mouton d'Or, encore une fois l'emblème protestant du mouton juste au-dessus de la porte. Vous retrouvez la date 1763, ainsi que la rose de Luther au centre du linteau. Vous avez également 2 alouettes qui sont représentées, et donc c'est parce que l'auberge était la propriété de monsieur et madame Lerch, qui veut dire alouette en allemand, et donc ils se sont fait représenter sous la forme de 2 alouettes. Vous retrouvez également donc, cet espace vitré pour laisser passer les derniers rayons au soleil, et tout en haut, des vitraux au plomb. Vous aviez à l'origine également des marches qui venaient sur la rue directement, mais pour des raisons de trafic, ça a été retiré. Donc, voici la porte de France, une des 2 portes d'accès qui est encore existante aujourd'hui. Vous avez ici les restes des remparts des 15e, 16e. Vous voyez qu'elle a été partiellement détruite pendant la libération de Fénétrange en novembre 1944, puis partiellement reconstruite pour quand même laisser les traces des dommages de la guerre. À l'intérieur, vous aviez les réunions des bourgeois qui avaient lieu. Et puis par la suite, il y a eu différentes fonctions telles que urinoir public, local municipal, tout un tas de choses. Et vous pouvez d'ailleurs observer le blason ici de Malberg, qui est la ville jumelée avec Fénétrange. C'est une ville en Allemagne, on a un passé commun avec Malberg, puisque le comte venu du nord, Mérebode de Malberg, a pris possession de la terre. Donc c'est pourquoi on s'est jumelé avec Mérebode de Malberg, avec Malberg, puisque Mérebode de Malberg provenait de cette contrée. Vous aviez également les oubliettes, donc c'est la porte en bas, je vais vous emmener les voir rapidement. Vous avez là, d'après les versions historiques, les oubliettes. D'ailleurs, ils ont passé un faux squelette en fonction des conditions météorologiques. Vous pouvez la faire voir. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a quelque chose pour toi là-dedans. Alors, nous voici à nouveau au sein de la cour du château. Alors à l'origine, le château, c'était cette partie-ci.
composé de 3 châteaux accolés qui appartenaient à 3 seigneurs qui cohabitaient tant bien que mal entre protestants et catholiques, c'était pas toujours évident. Donc vous aviez la partie gauche, la partie centrale et la partie droite. Et cette forme en fer à cheval que vous pouvez apercevoir aujourd'hui date du XVIIIe siècle, puisque suite à plusieurs guerres de religion, plusieurs incendies, les différents seigneurs ont revendu leur part du château au dernier duc de Lorraine, Stanislas Lesinski, bien connu du côté de Nancy et Lunéville. Et ensuite, Stanislas a confié le château au gouverneur de Fénétrange, Dominique de Frimont, qui lui s'est chargé de réaliser cette symétrie en fer à cheval. Voilà, vous aviez les écuries dans cette partie-ci notamment. Voici l'intérieur de la chapelle, construite en 1584 par Diane de Daumartin, suite à l'introduction de la réforme. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la collégiale a été occupée par les protestants, et donc cette chapelle a été aménagée dans une partie déjà existante du château, qui a servi d'église catholique. Vous retrouvez au niveau des clés de voûte les armoiries des familles, de ce côté-ci les armoiries de Diane de Daumartin. Et puis, vous avez le tabernacle dans cette partie-ci. Sur ma gauche, vous avez les corbeaux, donc c'est bien de la chapelle. Vous pouvez apercevoir la sarre juste ici. Au niveau de la façade, elle a gardé son aspect du XVIe siècle. Sur la gauche, vous aviez la porte qui menait vers la cuisine, qu'on ira voir juste après, qui a été bougée. Vous avez également les 2 sorties d'eau de la pierre à eau, donc, sur la gauche ici. Et la porte en bas, c'est un accès vers la cave. Il y avait des marches. Ah, des marches. Et donc là, il y avait un clocher à un moment donné, c'est ça? Oui. Sur la droite, vous aviez également la maison du charron. Recevoir le cuit, vous pouvez entrer, la lumière s'allume toute seule. Vous verrez jusqu'à la charpente, et donc la forme en escargot qui est assez particulière. Vous avez jusqu'ici l'immense cheminée qui permettait de créer les plus grands festins pour le château. Vous pouvez constater que ce mur-ci a été construit plus récemment pour éviter d'utiliser trop de ressources en bois. Et si vous voulez vous imaginer la profondeur initiale de la cheminée, vous pouvez placer votre bras dans le trou juste ici, et vous verrez qu'on peut encore mettre tout un avant-bras en profondeur.